Tu démarres ton appareil, tu es tout excité. Mais soudain, il y a un bug et la date change et affiche le 31 décembre 1969. C'est une date étrange, étant donné qu'il aurait pu s'agir de n'importe quelle autre date de l'histoire. Mais cette date est importante pour Ken Thompson et Dennis Ritchie. Ces deux hommes ont apporté des contributions majeures au monde de l'informatique en 1969. Ils ont travaillé au laboratoire Bell et ont créé quelque chose que l'on appelle aujourd'hui le développement ouvert. Ils ont apporté Unix au monde, qui est l'un des premiers systèmes d'exploitation, aussi connu sous le nom de OS. Tout appareil possède un système d'exploitation pour commander les fonctions de base et donner vie à ta machine. Ton téléphone, ta tablette ou ton ordinateur utilisent tous un OS pour que tu puisses regarder cette vidéo. Si certains OS sont supérieurs à d'autres, Unix était à un tout autre niveau. De nombreux imitateurs ont essayé de copier ce qu'Unix pouvait faire, mais ont échoué. Un groupe d'utilisateurs et d'associations se sont réunis et ont créé une foule d'autres produits sous Unix. Beaucoup d'entre eux sont encore utilisés aujourd'hui, mais celui qui a le plus de succès est Linux. Attention, ce système d'exploitation n'est pas destiné à l'utilisateur quotidien qui souhaite simplement cliquer sur un tas d'onglets et de commandes et qui s'attend à ce que tout se mette en place. Il y a beaucoup de codes et de commandes à connaître pour installer des logiciels et tout n'est pas clairement expliqué. Le côté positif est que tu créeras un PC ultra personnalisé qui fonctionne exactement comme tu le souhaites. L'inconvénient, c'est que tu devras regarder un tas de lettres, de chiffres et de symboles pour que tout fonctionne. Si tu es un utilisateur de Windows, alors utiliser Linux ne sera pas un jeu d'enfant. Linux n'a pas non plus de version unique. Il se développe en s'associant à d'autres logiciels qui réunissent tout en un seul OS que tu peux facilement installer. Pour de nombreuses fonctionnalités, tu devras installer manuellement des programmes spécialisés pour que tout se déroule correctement. Pour simplement graver une image sur une clé USB, tu devras déjà trouver le bon logiciel open source. Ne t'inquiète pas, tout n'a pas besoin d'être installé par l'utilisateur. Tu peux t'attendre à ce que certaines distributions Linux soient livrées avec le navigateur Firefox et Google Chrome. La navigation dans un appareil avec Linux comporte quelques éléments reconnaissables comme un bureau typique avec un menu d'application, une barre des tâches et une fenêtre qui affiche tes notifications. Mais si tu es un as de la technologie et que tu n'es pas satisfait du bureau par défaut, tu peux toujours personnaliser le tien et installer l'un des choix proposés, à condition que tu aies suffisamment d'espace de stockage et les logiciels tiers pour t'aider à créer le bureau de tes rêves. Mais concentrons-nous sur le côté positif et reconnaissons qu'Unix a ouvert la voie aux accros de la technologie et aux professionnels en contribuant au cloud computing, à la cybersécurité, à la mobilité, à la virtualisation et à d'innombrables autres domaines liés à la technologie. Tu peux même trouver le système d'exploitation Unix dans des industries comme les produits pharmaceutiques, la banque, les télécommunications, certaines organisations gouvernementales et les soins de santé. En tant qu'épine dorsale de presque tout ce qui est informatique, les fondateurs ont laissé un œuf de Pâques intéressant pour confondre tout le monde, avec la date spécifique du 31 décembre 1969. À l'époque, les ordinateurs n'étaient pas courants dans les foyers ordinaires. Ce n'est que dans les années 90 que la plupart des foyers ont eu un ordinateur de bureau sur lequel ils pouvaient surfer sur le web primitif. La véritable naissance d'Internet a commencé dans les années 90, même s'il existait déjà depuis des décennies. Tout a commencé en 1969, lorsqu'une chose appelée ARPANET a fait parler d'elle. Ils ont introduit les premières fonctions de base, similaires à l'Internet que nous connaissons aujourd'hui, en reliant certains ordinateurs universitaires entre eux et en partageant des fichiers. C'était la naissance du fameux partage de fichiers en pair à pair. Après cela, d'autres universités se sont jointes à eux jusqu'à ce qu'ils changent de nom en Internet, qui est en fait un vaste système de mise en réseau reposant sur de nombreuses machines partageant des éléments entre elles. Internet a besoin d'un réseau de partage pour fonctionner sans la présence de personnes physiques. Cela signifie que si certains serveurs tombent en panne en Australie, cela n'affectera pas ton Internet situé aux États-Unis ou ailleurs dans le monde. Tu pourrais ressentir de légers changements sur certains sites web, mais cela ne devrait pas affecter ton expérience globale. Une quantité colossale d'informations est stockée dans des centres de données à travers le monde, qui contiennent du contenu comme des vidéos, de la musique et des pages web. Des satellites en orbite autour de la Terre prennent ces informations et les transmettent à l'appareil que tu utilises. Mais bien que cela existe, la véritable raison pour laquelle nous sommes connectés à Internet se trouve au fond de l'océan, où des câbles s'étendent de continent en continent
reliant les serveurs aux fournisseurs d'accès Internet du monde entier. Ces câbles sont faits de fibres et sont si épais que la pression au fond de l'océan ne les écrasera pas et qu'aucun objet dangereux ne pourra les détruire. Ils s'étendent sur des centaines de milliers de kilomètres à travers tous les continents. De nombreuses entreprises ont investi massivement dans ces réseaux d'autoroutes sous-marines qui permettent au monde entier d'être au courant de tout. S'il est vrai qu'Internet repose aussi sur les satellites, ils sont plus lents et moins réactifs que les câbles et ne fonctionnent pas de manière optimale. Dans les années 90, lorsque les smartphones relevaient encore de la science-fiction et que les écrans occupaient la moitié de ton espace de travail, le Wi-Fi n'existait pas tel que nous le connaissons aujourd'hui. L'accès par ligne commutée était un combat et le seul moyen d'accéder à Internet. Te souviens-tu de ce son qui ressemblait à une alarme de voiture ? Oui, c'était le son d'Internet à l'époque. Et il signifiait que les pages web mettaient une éternité à se charger. De nos jours, les sites web ont des fonctions et des caractéristiques appropriées qui les rendent uniques. À l'époque, il n'y avait pas grand-chose à faire. Les sites étaient exigus et, rétrospectivement, leur conception était hilarante. Mais c'était la technologie limitée que tout le monde pouvait utiliser. Le monde a vu l'industrie du .com exploser au début des années 2000, ce qui a fait perdre beaucoup d'argent à des milliers d'entreprises et entraîné une crise financière. Petite leçon d'histoire. La bulle Internet a commencé lorsque les gens ont découvert que le web mondial pouvait être un nouveau lieu branché pour faire des affaires et qu'on pouvait y faire à peu près tout et n'importe quoi. Lorsque les entreprises ont vu cette mine d'or, elles ont commencé à investir dans ces sites web surgis de nulle part, qui n'avaient même pas de plan d'affaires pour commencer. Ils devaient juste avoir un .com à la fin, mais ce que le site faisait ou le service qu'il fournissait n'avait pas vraiment d'importance. Alors, une fois que les chiffres ont augmenté et ont saturé le marché, les investisseurs ont voulu voir l'argent qu'ils avaient investi leur revenir avec un bénéfice. Mais avoir un site web, une page à l'apparence cool et amusante, et un .com à la fin du nom de domaine, ne signifiait pas qu'il serait rentable. Au bout d'un moment, tout le monde a perdu son argent et est rentré chez lui. Certaines entreprises ont réussi à rester en place jusqu'à aujourd'hui, comme Yahoo, Amazon et Google. Elles se portent si bien qu'elles ont réussi à devenir des leaders dans leurs domaines respectifs. Enfin, sauf pour Yahoo. Google est vraiment devenu quelque chose à la fin des années 90 et est aujourd'hui le moteur de recherche le plus populaire du monde. Nous l'employons même comme un verbe lorsque nous voulons rechercher quelque chose rapidement. Google a créé son propre écosystème afin de créer l'expérience Internet ultime. Il suffit que leur moteur de recherche soit si populaire pour que tu puisses y trouver à peu près tout. Ils ont aussi ajouté Gmail, qui est maintenant la colonne vertébrale de tout ce qui est lié à Google. Ton compte YouTube est directement lié à ton compte Google. Et tu peux aussi sauvegarder tes données sur ton Drive. Ils ont même créé leur propre environnement ressemblant à Microsoft Office avec Docs, Sheets et Slides, qui peuvent être édités en direct et partagés avec des amis ou des collègues. Personne n'aurait imaginé cela dans les années 90, lorsque nous étions trop heureux de nous connecter à un monde plus grand que nous. Et rien de tout cela n'aurait commencé s'il n'y avait pas eu Unix. Techniquement, la date de sortie initiale d'Unix était le 3 novembre 1971. Mais les développeurs ont décidé d'utiliser le 31 décembre 1969 comme repère qui a marqué la naissance de l'écosystème Unix. Donc, si tu remets l'horodatage d'un système Unix à 0, il t'indiquera le 1er janvier 1970. Et ce qui est fou, c'est que rien ne s'est vraiment passé le 31 décembre. Personne ne sait s'il s'agit d'un simple bug ou de quelque chose d'intentionnellement planté pour que tout le monde tombe dessus. Et même si la date est le 1er janvier 1970, ils ont pris en compte les fuseaux horaires, ce qui signifie que tu l'obtiens la veille du Nouvel An. Maintenant, ne panique pas. Ce n'est pas quelque chose qui va endommager ton appareil ou te donner droit à un remboursement. Tu dois juste ajuster la date à ton époque, et voilà. Tu as entre les mains un appareil qui fonctionne normalement et qui a ouvert la voie à la technologie telle que nous la connaissons aujourd'hui.